Bonsoir à tous. Nous poursuivons donc cette soirée avec un second débat consacré à la circonscription de Rennes-Ouest. Un débat que j'ai le plaisir d'animer avec Laetitia Cherbonnel, rédactrice en chef de France Bleu Armorique. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Nathalie. Un débat diffusé sur France 3 Bretagne, également en simultané sur France Bleu Armorique et France Bleu Brésil. Accueillons tout de suite nos invités. Claudia Rouault, vous êtes députée socialiste sortante depuis 2020, investie par le nouveau Front populaire. Vous êtes également conseillère régionale. Bonsoir. Bonsoir. Charlotte Fayet, vous êtes conseillère départementale, soutenue par le parti Horizon, candidate pour la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Virginie Dorsan, vous êtes conseillère régionale et candidate pour le Rassemblement national. Merci à toutes les trois de votre présence. Et avant de démarrer ce débat, jetons un coup d'œil sur votre circonscription, une présentation signée Sandrine Ruault. 58 communes la composent. La troisième circonscription d'Ille-et-Vilaine s'étend du nord au sud, entre la Bretagne romantique, le pays de Brocéliande et le quartier populaire de Villejean, à Rennes. Un territoire à la fois urbain, donc, périurbain et surtout rural, Becherel, la cité du livre, ou encore Combourg, son lac tranquille et le château où Chateaubriand passa sa jeunesse sont autant d'attraits touristiques. Côté économique, le territoire peut compter sur un tissu dense de petites et moyennes entreprises ainsi qu'un secteur agricole et agroalimentaire important. Les trois candidates qualifiées pour le second tour vont devoir convaincre les quelques 130 000 habitants de la circonscription. En tête, Claudia Rouault, députée sortante et candidate du nouveau Front populaire. Derrière elle, au coude à coude, Charlotte Fayet, candidate Horizon pour la majorité présidentielle, et Virginie Dorsan pour le Rassemblement national. Aucun désistement. Là encore, la triangulaire s'annonce inédite. Effectivement, une triangulaire inédite. Charlotte Fayet, on a entendu ce matin le nombre de désistements pour éviter un certain nombre de triangulaires sur fond de front républicain. De votre côté, pourquoi vous êtes-vous maintenue ? Alors, tout d'abord, je peux comprendre les différents désistements qu'il y a pu avoir. Maintenant, moi, la question a été posée par la plupart des candidates. Il ne faut pas oublier que j'ai fini deuxième. Et je pense que s'il y avait une personne à partir, ce n'était pas moi. Virginie Dorsan, vous êtes élue à Fougères. Alors pourquoi est-ce que vous êtes candidate sur cette circonscription de Rennes-Ouest ? Un parachutage, il n'y avait pas d'autres candidats ou candidates ? Non, pas du tout. Je connais bien cette circonscription et puis j'y ai des attachements personnels. Après, moi, ce que je voulais, c'était donner un député supplémentaire à Jordan Bardella pour qu'il ait cette majorité absolue qui va nous permettre de changer la politique lorsqu'on aura la possibilité de pouvoir gouverner. Claudia Rouault, votre concurrente, sans être implantée localement, puisqu'on vient de le dire, ce n'est pas son territoire, a fait 2 fois plus de voix que la candidate RN quand vous étiez candidate en 2022. Être sur le terrain, ça ne suffit pas à convaincre ? Déjà, à titre personnel, moi j'ai fait 8000 voix de plus qu'en avec 2022, une participation de 73%. Une participation record, donc les chiffres sont là, la participation est là. Et je pense avoir aussi profité d'un élan électoral sur ce premier tour de dimanche dernier. Alors on va commencer tout de suite par le premier thème de ce débat et je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis hier. Moi j'ai souvent le sentiment de travailler mais pour payer mes factures et de me restreindre assez souvent quand même. On mange des pâtes tous les jours. Des pâtes et des œufs, c'est ce qu'il y a moins cher. C'est devenu très difficile. C'est trop dur, moi je suis en couple, d'accord. Je travaille, ma femme travaille, on n'a pas assez. On n'a pas assez, on vit seul, moi et ma copine. T'imagines, j'ai un gosse demain, je vais faire quoi ? Je ne m'octroie que très très peu de petits plaisirs, je n'achète rien de superflu. Depuis longtemps, maintenant j'achète des vêtements ou en solde ou d'occasion. Tout est de plus en plus cher, donc forcément, au bout du bout, ça en manque toujours un peu, quoi. Donc on se restreint sur d'autres choses, mais le principal, c'est d'avoir 3 fois à manger par jour, d'avoir un toit et voilà, quoi. Après, on sent bien que la conjoncture est difficile. On vit moins bien économiquement qu'à une époque, ça c'est certain, même en ayant bossé toute sa vie, quoi. Le pouvoir d'achat, c'est selon un sondage la principale préoccupation qui a orienté le vote dimanche. Et vous l'avez entendu, ce monsieur dit on vit moins bien aujourd'hui qu'avant, même en ayant bossé toute sa vie. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration, Christophe ? Charlotte Fayet. Charlotte Fayet.
Merci. Quand j'écoute ce reportage, on entend vraiment que des choses assez négatives. On sent que les gens en ont marre et autres, et je peux le comprendre. Le pouvoir d'achat, c'est souvent le thème qui revient. Il est important. Il est important aussi de privilégier, comme il disait, le mot travail. Et que les gens qui travaillent, s'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail, c'est qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'idées de lancées par mes concurrentes qui sont, pour moi, peut-être incohérentes et surtout qui ne vont pas pouvoir se justifier. Incohérente, pourquoi ? Incohérente parce que quand on vous dit qu'on va augmenter le SMIC de 1 600 €, qu'on va enlever les TVA et tout, je ne sais pas s'ils ont calculé le coût que ça allait payer. Donc, ça va coûter très cher. Déjà, on ne sait pas comment on va pouvoir le financer. Et à un moment ou à un autre, c'est qui va en compatir ? Ce sont les habitants. Claudia Rouault, depuis 2 ans, on vient de le voir affiché, un panier qui valait 100 € fin 2021, il vaut aujourd'hui 125 € fin mai. Comment on fait avec les courses du quotidien ? On bloque les prix ? C'est ça la proposition du Front populaire ? Les prix de première nécessité, ça c'est une évidence. En fait, la TVA, ça reste quand même l'impôt le plus injuste parce que même sur les prix de première nécessité, il y a de la TVA. Et quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, ça pose réellement problème. Certains économistes disent que ça va empêcher les prix de baisser quand il y aura des évolutions dans le bon sens. On l'a fait pendant le Covid et ça a assez bien fonctionné. Il y a eu des prix qui étaient bloqués et pour autant, ça a fonctionné. Donc on doit pouvoir le faire. D'autres l'ont fait, l'Espagne, le Portugal. Et donc, eh bien, évidemment, c'est un peu la proposition phare de notre programme. C'est l'augmentation des bas salaires, le SMIC d'abord. Mais on va en parler dans un instant. Ah oui, d'accord. Oui, on peut pas en parler à suivre. Alors. On va continuer. Non, mais on continue sur les factures. Alors juste, sur les factures, il y a ces factures-là, c'est le panier, mais il n'y a pas que le panier, parce que là, je pense que c'est des personnes qui vivent en zone urbaine. Mais il faut aller voir aussi sur les territoires ruraux, quand on s'éloigne un peu, parce que pour se loger, c'est de plus en plus cher. Donc on s'éloigne de son lieu de travail. Il n'y a pas, bien évidemment, de transport en commun pour aller à 4 h du matin dans l'agroalimentaire, mais même dans les EHPAD. Et donc là, à ce moment-là, c'est aussi la facture des carburants. Et à un moment donné, eh bien, ils ne peuvent plus vivre de leur travail. Alors justement, dans votre circonscription, 80% des actifs doivent prendre la voiture pour aller travailler. Donc une facture de carburant qui s'envole depuis 2 ans. Virginie Dorsan, vous proposez de baisser la TVA sur les produits énergétiques, mais au final, proportionnellement, ça avantage plutôt les gros consommateurs. C'est un peu comme la TVA dont vous parlez. Puisque les gros consommateurs, ça va avantager tous les Français qui se chauffent, l'électricité, le carburant. Mais quelqu'un qui a un SUV, une grosse voiture qui consomme 10 ou 12 litres au 100 va être favorisé par rapport à... Attendez, c'est pas la majorité des Français. La majorité des Français qui vivent dans le monde rural, ils ont 2 voitures. Parce qu'il faut que chacun puisse se déplacer. Ils n'ont pas de service public pour les véhiculer. Donc, effectivement, ils ont 2 voitures. Ils ne se chauffent pas. Ils ont des difficultés pour se nourrir, on le voit. On fait des économies surtout. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on a une proposition très claire. Effectivement, dès le 8, on baissera la TVA de 20 à 5,5. Mais là, Madame Fayet, elle est la représentante de M. Macron. C'est lui qui nous a amenés à cette catastrophe. Et Madame Roux, il y a eu des blocages de prix aussi au niveau des Madame carburants. Roux, c'est le Front populaire, on ne sait pas 36 milliards qu'est-ce que vous présentez comme politique. Est-ce que c'est les socialistes, la LFI, le NPA? Et là, maintenant, de toute façon, on a affaire au nouveau Front populaire. Mais je pense que Madame Roux aura l'occasion, et chacune d'entre vous aura l'occasion de présenter justement les points de programme. On a parlé du carburant, le prix du gaz qui a augmenté. Dont on parle. Alors, on a parlé des carburants, le prix du gaz qui a augmenté avant-hier, lundi 1er juillet, plus 11,7%. Quelle proposition faites-vous ? On l'a vu, on parlait des boucliers tarifaires, ils ont coûté, selon la Cour des comptes, 36 milliards d'euros. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans les caisses et comment peut-on agir sur ce pouvoir d'achat ? Alors, comme vous dites, il y a eu beaucoup de dépenses, il y a eu des choses qui ont été faites pour améliorer. On a essayé d'aider les personnes plus en difficulté au niveau du chauffage. L'électricité a augmenté, le gaz a augmenté, tout augmente. On ne va pas se mentir, tout augmente. À un moment ou à un autre, il faut être cohérent. C'est pas en baissant la TVA et autres. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Déjà, il y a eu pas mal de choses pour améliorer, pour éviter de trop consommer. On va quand même minimiser ça. C'est vrai que derrière, essayer de mettre un bouclier tarifaire
sur tout ce qui est électricité et gaz. Il a été levé. Mais je pense qu'il y a quand même... très cher aussi. Et il coûte très cher. Mais il faut le remettre. On ne peut pas se permettre... Moi, je vous dis, quand je suis en commission au niveau du Fonds Solidarité Logement et que je dois à chaque fois redonner des sous pour des personnes qui n'ont pas assez les moyens pour payer leur électricité et les chauffages, ce n'est plus possible. Donc c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec que vous faites après, moi, je ne peux pas supporter on va dire à moi seule le bilan de ce qui a été essayé, en tout cas, d'être fait. Il y a des choses à améliorer. On est toujours là pour améliorer. On tente des choses. Maintenant, il y a toujours mieux à faire. Maintenant, on peut aider les gens. Il faut aussi que derrière, les grosses entreprises puissent aussi aider. Il faut savoir que même si on trouve que l'électricité est chère, en France et par rapport à l'Europe, on le paye le moins cher. Claudia Rouault, vous avez voulu lancer ce thème sur les salaires bas. Effectivement, dans votre circonscription, il y a beaucoup d'emplois dans l'agroalimentaire. On l'a vu dans la présentation. La Coperle à Montfort-sur-Meux, ses abattoirs, 440 salariés. L'Ost Grand Saloir à Breteuil, 200 salariés. C'est un secteur où les salaires sont peu élevés, où il y a aussi beaucoup d'emplois précaires, en intérim. Il y a aussi sur votre circonscription aussi des problèmes, des emplois dans l'aide à domicile. Que fait-on pour ces salariés, tous ces salaires bas ? Virginie Dorsan. Nous, on a une proposition, c'est d'augmenter de 10% les salaires des personnes en permettant une exonération d'impôts pour les patrons qui vont les embaucher, enfin les entrepreneurs, pendant 3 à 5 ans, ce qui va leur permettre d'embaucher des gens, d'augmenter leur salaire et donner du pouvoir d'achat à ces travailleurs qui en ont besoin. Et qui finance cette augmentation, ces 10% Nous, on aura pas mal de choses où on va pouvoir récupérer de l'argent parce que, vous le savez, on a dit qu'on reprendrait sur ce que nous coûte l'immigration, ce que nous coûte l'AME, les fraudes sociales. Il y a plein de choses où on va pouvoir récupérer de l'argent. On va refaire un bilan de la situation financière. C'est très clair, nous, on va prendre les mesures tout de suite au mois de juillet sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur la sécurité. Et au mois d'octobre, on va faire un bilan, on va revoir exactement où on en est et on va faire... Au bout des 2 mois. Quelles mesures concrètement sur le pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, c'est de baisser la TVA tout de suite. Que vous aviez tout à l'heure. Claudia Rouault, le nouveau Front populaire milite pour un SMIC à 1 600 €. Alors, tout d'abord, moi je pense qu'il faut quelles conséquences sur l'inflation ? Replacer un peu le cadre. On est, depuis 2020, on n'arrive pas à relancer économiquement notre pays. On le sait, la France péniblement est à peu près moins d'1% de relance et il faut absolument relancer le pays, il faut relancer l'économie du pays et donc ça ne pourra se faire que par l'emploi. Mais pour que les gens aient envie de travailler, parce que c'est vrai, moi j'entends aussi qu'il y a un taux de chômage important, mais quand on habite à 30 km et qu'on se déplace pour travailler quelquefois à temps partiel pour gagner 900 €, eh bien on n'y va pas parce qu'on perd de l'argent. Donc notre programme a été budgété, 300 économistes l'ont analysé. Bien évidemment, on a déjà des recettes fiscales sur les cadeaux qui ont été faits aux plus riches, à peu près. On perd 50 milliards et les multinationales par an. Et donc, le coût de cette augmentation du SMIC, parce qu'évidemment qu'il est hors de question pour nous, et surtout en Bretagne, où on a beaucoup de petites et moyennes entreprises, sera compensé, bien sûr, en contrepartie de l'augmentation des salaires, mais pas que le SMIC. Parce que les trésoreries des entreprises vont en pâtir aussi. Non, les trésoreries ne vont pas en pâtir parce qu'il y aura une compensation pour relancer l'économie. Et relancer l'économie, regardez l'exemple de l'Espagne, le SMIC a augmenté de 40%, 500 000 emplois. Et on sait que de toute façon, dans le monde de l'entreprise, ils veulent créer des richesses, ils veulent créer de l'emploi, mais on peut comprendre aussi, et les témoignages sont édifiants, on ne peut pas aller travailler quasiment à perte parce que quand on les pense petites entreprises ne le supporteront pas. Mais elles sont aidées par de l'entreprise. Oui, mais ça ne suffira pas. Et quand vous parlez de baisser la TVA, comment vous faites pour la personne qui est à 1 700 € et qui est plus qualifiée que celle qui est au SMIC? Mais on l'a fait en 81. François Mitterrand l'a fait en 81. Et puis, on a bien sûr réévalué les salaires en fonction. Mais baisser la TVA, vous allez baisser la TVA de 20 à 4. On sait que le chef d'entreprise ne se paie même pas un salaire. Mais Madame Dorsan, vous allez baisser la TVA de 20 à 4 pour quelqu'un qui peut gagner 1 million d'euros par mois. Il aura la même baisse de la TVA. C'est pas la majorité. La majorité mais il y a des beaucoup Français, d'argent, vous les voyez, c'est ceux qu'on a vu dans ce reportage, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à avoir un... Vous donne la parole à Charlotte Fayet qui voulait réagir également. Merci. Oui, vous parlez de
de personnes qui touchent 900 € qui vont au travail et tout. N'oublions pas aussi qu'on est quand même sur une circonscription, sur un territoire qui est dynamique. Il ne faut pas l'oublier. Le taux de chômage est toujours trop élevé. Je suis d'accord avec vous. Sauf que quand même, on est sur un territoire, comme je le disais, dynamique. Moi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'aider les petites entreprises, mais aussi les grandes entreprises qui, comme vous le savez, si vous connaissez votre territoire, ont besoin aussi de main-d'œuvre. Et on a du mal à trouver cette main-d'œuvre. Parce que malheureusement, avec toutes les aides qui ont été données et autres, les gens, comme vous dites, oui, c'est peut-être moins intéressant d'aller au travail quand vous touchez la même chose que si vous étiez sur une entreprise. Donc déjà, minimiser les taxes que l'on a sur les entreprises pour qu'elles puissent augmenter plus leurs salariés aussi, sans être obligatoirement taxées et que ce soit incohérent. Moi, j'observe aujourd'hui, quand vous parlez de votre programme au niveau du Front populaire, où vous parlez de refiscaliser les heures supplémentaires. Ce que M. Hollande avait fait, mais sans créer le moindre d'emploi. Moi, vous avez cité tout à l'heure M. Mitterrand, je vous cite M. Hollande. Les gens ne demandent pas plus d'aide. Les gens veulent seulement vivre justement de leur travail. Vous leur proposez rien, là, sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, vous, pour celui qui gagne 1 000 €, qui se lève tôt le matin, qui a du mal à mettre de l'essence dans sa voiture? Vous savez ce qu'elles ont proposé, les entreprises, qui ont bien conscience qu'à un moment donné, elles n'auront plus personne, va te passer à 4 jours, parce que comme ça, elles feront un aller-retour. Quand on travaille en agroalimentaire, faire des journées de 9-10 heures, est-ce que c'est envisageable? Alors là, vous avez parlé des 4 jours. Ça peut être aussi une solution. Est-ce que c'est envisageable? Vous me posez la question, je vais vous répondre à la première, voilà. Je reviendrai sur la deuxième. Le 4 jours, oui, c'est quelque chose qui peut être proposé, c'est-à-dire que vous disiez, on ne peut plus mettre d'essence et tout, ça fera quand même un trajet en moins. Vous parlez aussi augmenter durablement. Moi, je parle des salaires pour les primes Macron éviter, qui vont être tout ce qui augmentées des entreprises. Non, mais pour aider une entreprise à embaucher et augmenter, c'est très bien. Sauf qu'à un moment ou un autre, il faut œuvrer pour la suppression des trappes à bas salaire. Ça aussi, c'est important. Donc ça, vous en avez parlé. Et il faut savoir aussi qu'une entreprise qui veut augmenter un salarié, parce que des fois, elle n'a pas non plus les moyens pour l'augmenter. Quand vous voyez que sur un 100 € net, ça lui coûte pratiquement 260 €. Ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut revenir aussi là-dessus. Donc, il y a un travail et une discussion à faire. Juste une dernière question. On a parlé des financements et de vos différentes propositions. Il y a en particulier une niche fiscale sur laquelle le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national veulent revenir. C'est une niche qui concerne quand même pas mal la Bretagne, puisqu'il s'agit de la niche fiscale des armateurs. Donc c'est un système forfaitaire d'impôts. Ils ne payent pas les impôts sur les sociétés, mais ils payent un forfait relatif au tonnage. Et aujourd'hui, vous qui aviez voté ces mesures, vous proposez chacun de revenir dessus. La Brittany Ferries, c'est 2500 emplois en Bretagne et le pavillon français est aujourd'hui menacé. Est-ce que vous les députés, vous signerez cette proposition de vos candidats? Virginie Dorsan, vous entendez la crainte du patron de la Brittany Ferries qui dit on va tuer l'emploi des marins français? Je pense que ça ne tuera pas l'emploi. C'est parce qu'en fait, c'est ce qui est pris. En plus, c'est une partie très importante de financement qu'on leur permet de faire des investissements pour des nouveaux bateaux, par exemple. C'est une partie énorme, donc on peut leur prendre une petite partie. C'est pas ça qui va changer la donne. Donc je pense pas que Brittany Ferries soit en danger à cause de ça. Brittany Ferries a fait l'objet de grosses difficultés au cours des dernières années. Le Conseil régional a énormément souffert lors de la partie Covid avec les voyages qui avaient été arrêtés. Le Brexit n'a rien arrangé non plus à ces différents voyages. Des entreprises qui sont implantées sur notre territoire, il ne faut pas les oublier. On parle toujours des grandes entreprises. On a la chance d'avoir un bassin d'emploi grâce à cette entreprise. Il faut l'aider. Claudia Rouault, vous voterez pour la suppression de cette niche fiscale ? Bien évidemment, et je connais très bien Monsieur Rouet et toute son équipe, bien évidemment, si ça pouvait porter un préjudice à la Brittany Ferries, très clairement, parce qu'il n'y a pas que la Brittany, il faut regarder, parce qu'il y a beaucoup de niches fiscales, et c'est la difficulté en France, c'est qu'on ne sait pas véritablement qui y a derrière. Donc, je l'ai dit l'autre jour, il y a 470 niches fiscales. Vous ne suivrez pas forcément votre groupe sur cette question-là. Moi, si
aussi, je ne peux pas vous dire exactement l'impact. D'ailleurs, je n'ai pas eu de message de son directeur par rapport à ça, si je l'avais. On parle des armateurs. Alors, il s'est largement exprimé exprimé dans les médias en général, et c'est surtout quand ça part à l'étranger. Si ça touche la Britannie, je serais très prudente. Moi, je partage. Il faut sauver l'emploi en Bretagne. Et il faut sauver. J'étais quand même à la loi sur le dumping social. C'est pas pour maintenant aller dans l'autre sens pour le Britannique. On va tout de suite attaquer avec notre deuxième thème et tout de suite ces témoignages pour l'introduire. Je trouve que le tout dématérialisé, tout passer par Internet, c'est extrêmement compliqué. Je vois des assurés, quelquefois, en panique parce qu'ils n'y arrivent pas. Souvent, aux urgences, c'est quand tu attends 3-4 heures, tu te dis, il y a un problème, quoi. Quand la salle est remplie et que tu attends toute la journée là-bas, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. La poste, on ne sait plus ce que c'est parce qu'il n'y a plus de bureau de poste, par chez moi en tous les cas. Ce sont des commerces de proximité qui ont pris le relais et puis ça se passe très bien parce que finalement ils sont ouverts du matin au soir, chose que la poste, avec les horaires qu'ils ont, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, le niveau scolaire de tout le monde s'est effondré. Je vois des enfants qui ont 8-9 ans qui ont encore des difficultés à lire. Moi, c'est plus ça la problématique que j'ai. Au niveau des services publics, je trouve que c'est la scolarité parce que c'est un peu la clé pour le développement du pays. Donc pour moi, c'est vraiment la problématique du moment. La poste, l'hôpital, l'éducation, parmi les explications du boom du vote du Rassemblement national, figure le sentiment de certains citoyens d'être un peu oubliés, délaissés avec des services publics qui s'éloignent. Sur votre territoire, la SNCF voulait fermer le guichet de la gare de Montfort. Sur Meux, finalement, un compromis a été trouvé. Ça va être ouvert 2 demi-journées par semaine. C'est encore un service public de proximité qui menaçait de fermer. Maintenir des services de proximité, c'est un combat de tous les jours. Là, ça a été un gros combat. Il y avait pourtant 3000 personnes qui avaient signé une pétition justement pour maintenir le combat. Alors, en tant que conseiller régional, ça me permettait quand même un peu déjà d'avoir ce lien avec le président de la région Bretagne. Moi, je suis catégoriquement opposée à la fermeture du service public. Il faut des personnes qui puissent répondre à des attentes. Tout le monde ne peut pas faire un montage, un voyage entre une gare et une gare. Des personnes n'ont pas accès à la dématérialisation, on le sait. Et les gens ne demandaient pas beaucoup. Ils demandaient 2 matinées par semaine. Ils ont eu 2 matinées par semaine. Apparemment, ça se passe tellement bien à Montfort. Sur les dernières informations que j'ai eues, c'est qu'on allait peut-être transposer ailleurs en Bretagne. Montfort est devenu un exemple. Je crois qu'en tant qu'élu, en tant que politique, on doit se battre pour nos territoires. On ne doit pas entendre « oui, mais financièrement, on ne peut pas » et tout. Ça, c'est pas possible. Virginie Dorsan, pour le Rassemblement national, quelles mesures pour remettre du service public dans les territoires ? Mais en fait, tout ça, ça part d'une fracture territoriale qui existe déjà depuis quelques années et qui continue d'être accentuée tout le temps. Nous, on le voit à la région. L'argent est largement fléché vers les métropoles et on oublie la ruralité. Et c'est pour ça que la ruralité montre sa colère. Enfin, dit on n'a plus de services publics. Et effectivement, ils sont les abandonnés du système. Ils n'ont plus de transport. Ils doivent prendre leur voiture. On voit ça joue sur leur pouvoir d'achat. Vous voulez dire que la politique de Loïc Chédé-Girard à la région oublie Alors, c'est pas que la politique de Loïc Chédé-Girard. Il y contribue aussi. Non. Mais aussi la politique nationale. Je finis là-dessus. Effectivement, si on avait une vraie politique territoriale et qu'on réindustrialisait au niveau de la ruralité, qu'on avait du travail sur place, les gens pourraient travailler chez eux, on réouvrirait des écoles, c'est un cercle vertueux. Vous avez du logement, alors, concrètement, et les gens ne prennent plus leur voiture pour aller travailler ailleurs. Et en fait, il faut réindustrialiser, remettre des entreprises dans les parties rurales. Quand vous voyez qu'à Liffré, il devait y avoir une entreprise, le DUF, et que ça ne s'est pas fait, là, c'est pas normal. Et ça a appelé à plusieurs personnes, milliers de personnes, de pouvoir travailler du côté de Liffré. Claudia Roux, en appelant le bassin de Madame Dorsan, permettez-moi. D'abord, la métropole, ce n'est pas véritablement la compétence de la région. La région développe le transport, les lycées. Je pense que qu'on soit en milieu rural ou en zone urbaine, les lycées sont de même qualité. Les enseignants sont les enseignants, c'est l'État. Enfin, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Je perds mon... On parlait de la politique régionale pour favoriser et en tout cas pour compenser les services publics dans les milieux ruraux. Alors là, je vais vous répondre. Charlotte Caillé, il y a des maisons France Service, par exemple, qui ont été développées. Je voulais dire qu'un service public, avant tout, ça vise à satisfaire les besoins.
les besoins des personnes. Il est important que, et je suis un petit peu d'accord, il ne faut pas qu'on oublie, on est majoritairement une circonscription rurale. On a la partie de Rennes, mais comme on disait, vous avez cité tout à l'heure Montfort au niveau de la gare, c'était important qu'on se batte pour garder ça. On dit qu'il faut utiliser moins sa voiture et tout pour arriver. Mais si les services sont tout à Rennes, c'est compliqué. On voit bien les personnes âgées augmentent de plus. Vous citiez France Service tout à l'heure, c'est très bien. Ces maisons France Service, vous en avez 4 ou 5 sur la circonscription. Vous nous rappelez ce que c'est France Service ? Alors, les maisons France Service, en fait, ce sont des endroits qui ont été installés au niveau national pour accueillir un lieu unique pour effectuer toutes les démarches administratives. Nous, on a la chance d'en avoir sur les secteurs. Il y en a à Romillet, il y en a une à Saint-Main, il y en a un petit peu partout. Ça coûte assez cher. C'est 100 000 €. C'est un coût partagé entre l'État et les collectivités. Mais ce qui aide aussi énormément les collectivités. C'est vrai que c'est un coût assez important. Mais sauf que ça répond quand même à une demande aussi importante. Moi, je vois qu'au sein de notre commune, parce que Saint-Main, qui est celle qui correspondait, est assez éloignée aussi. Et comme on disait, éviter de dépasser les 30 minutes. Mais 30 minutes pour une personne âgée, c'est compliqué. Virginie Dorsan, ces maisons France Service, elles sont positives, vous les maintenez C'est peut-être bien, mais je veux dire, ça ne répond pas au problème. Mais une grosse partie. Oui, temporairement. C'est hyper important. Moi, je peux vous dire que c'est quelque chose... Nous, on est pour un rééquilibrage territorial. Moi, je vais vous dire, cette fracture territoriale, c'est quand même la chose qu'on a vue le plus progresser ces dernières années. Et on voit bien que dans la ruralité, les gens sont obligés de fuir la métropole parce qu'ils n'arrivent plus à se loger. Donc, ils vont habiter à l'extérieur. Et une fois qu'ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas forcément les écoles. Donc, ils sont obligés d'envoyer leurs enfants par des autocars. Si vous connaissez notre circonscription, elle est très attractive. On a nos écoles, on a nos services et on se bat tous les jours pour nos services. Et alors, nous, vous avez notamment une école. On se bat pour la Poste. On a fait rentrer... donc voilà, vous parliez de l'école. Vous avez une école du Pays de Pourpré, donc à Montfort, dont une classe va fermer. Parce qu'il manque un élève, c'est ça Un élève. 193. Et c'est normal que ça ferme ? Non, alors, voilà, je veux d'abord répondre, excusez-moi pour ce petit... voilà, Madame Dorsan, vous nous dites qu'il faut ramener de l'industrie et tout. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, déjà dans l'agroalimentaire, on a du mal à trouver de la main-d'œuvre parce qu'on s'éloigne. Et pas que l'agroalimentaire. Et quelle est la main-d'œuvre aujourd'hui qui travaille dans l'agroalimentaire ? C'est une population issue de l'immigration. Et donc, je trouve que vous voulez faire une première loi sur l'immigration, mais pas que, mais beaucoup. Et au-delà de ça, vous voulez encore ouvrir en zone rurale, alors même qu'on n'arrive pas à trouver des gens parce qu'on ne peut pas les loger, ils ne peuvent pas venir parce que ça coûte trop cher s'ils sont logés sur Rennes. Donc là, il faut quand même... on peut les loger. Regarder en milieu rural, il y a plus de place que... non, on n'arrive pas à construire de logements sociaux. Forcément, on va être bloqué par la loi ZAN. Voilà. Non, même donc pas ZAN, zéro artificialisation nette. Le ZAN qui va nous bloquer pour la réindustrialisation, pour le logement. Je vous invite un jour à rencontrer les maires. Ils n'arrivent pas à avoir de bailleurs sociaux venir construire sur nos communes. Quand on a du terrain, on n'en a pas parce que les bailleurs sociaux, ils vont dans des endroits où il y a une telle demande et où quand les communes ou les métropoles peuvent donner de l'argent pour les aider. Donc, les maisons France Service, la première, 2019, Saint-Main-Montauban, c'est une réussite complète. C'est une réponse à une population. Peut-être qu'on pouvait effectivement pas laisser un guichet des impôts, un autre guichet et tout, parce que ça coûte cher pour l'État. Et tous les jours, il n'y avait pas forcément 40 personnes, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une véritable réussite. Moi, je pense qu'il faut les encourager. Et concernant, parce que je sais que le temps est très compté. Voilà, concernant l'éducation, répondre à beaucoup alors, de questions. l'éducation nationale, permettez-moi de le dire, il va falloir arrêter de regarder des effectifs, des tableaux Excel. Il faut prendre en compte la situation aujourd'hui de l'école. Je ne vais pas dire c'est dramatique. On a des enseignants qui sont volontaires et tout. On a deux problématiques aujourd'hui. C'est d'abord, comme on le disait, on ferme pour un élève, alors même que le métier a changé, la population des élèves a changé. On sort du Covid, il y a des élèves de plus en plus en difficulté. Et surtout, la grosse problématique, c'est que l'école inclusive qui date de 2005, il y a des enfants, et c'était très bien, à la base, c'était vertueux. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans des écoles, mais que ce soit public ou privé, qui n'ont plus rien à y faire parce que leur état de santé ou d'handicap dépend plus du médico-social. Il manque 1000 places en Ille-et-Vilaine. C'est un vrai sujet. Ça aidera à sa fois, d'abord, avant tout, ces enfants, mais derrière ça, les écoles. Et puis peut-être, nous, on propose de baisser les classes à 19. Je pense qu'il faudra arriver à ça. Virginie Dorsan, en matière d'éducation, le Rassemblement national remet en cause les réseaux d'éducation prioritaires. Ça n'a pas son utilité, notamment en milieu rural ? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut reprendre toute
toute l'éducation, déjà faire des classes où maintenant les élèves apprennent à lire, à écrire et à compter, ce qui est, on voit le résultat de la France. C'est toujours l'objectif des programmes d'apprendre oui, mais à lire, enfin, à quand compter. vous voyez comment on a baissé au niveau de l'apprentissage le niveau français par rapport aux autres pays. Mais précisément, c'est le réseau catastrophique. d'éducation prioritaire permet d'avoir des classes moins chargées, donc peut-être plus efficaces. C'est ce qu'on a dit, mais bon, on ne voit pas le résultat. Donc, il faut qu'on reprenne bien les choses. Nous, on privilégie on commence à voir le résultat. On peut Vous voir... savez très bien qu'une évolution ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est important. Pour reprendre les mots de tout à l'heure de Madame Rouault, oui, il manque énormément de places. Et tous les jours, nous, au sein du département, comme vous le savez, on demande que des places parce qu'il faut des fois une pédagogie un petit peu différente pour des Donc là, vous parlez de l'enseignement inclusif. Voilà, sur l'enseignement inclusif et autres. Il faut des différents niveaux et autres. Il faut, je suis d'accord avec vous, revenir sur les bases. Oui, les fondamentaux. Les fondamentaux, des classes sûrement moins chargées. Et pour revenir sur les quotas qu'on en demande, et malheureusement une fermeture de classe à Montfort, et là où on est obligé de se battre dernièrement pour le collège de Romillet, pour qu'une classe puisse ouvrir au lieu d'être 30 à 35 élèves par classe, ce n'est pas normal. Sauf qu'aujourd'hui, il manque de professeurs. Les chiffres sont parus ce matin. Il y a 1500 postes non pourvus pour les concours de professeurs des écoles et c'est la même chose pour le CAPES. Oui, pourquoi ? Parce qu'ils sont pas Les professions ne soutenus. sont plus attractives. Oui, financièrement également, la rémunération. La rémunération. Alors, la fatigue mais aussi du travail le fait de se faire attaquer. Ils ne peuvent plus enseigner ce qu'ils doivent enseigner. Quand vous voyez des professeurs d'histoire qui ne peuvent pas c'est le cas dans la enseigner leur matière. Non. Mais bon, votre circonscription c'est aussi un ressenti. C'est un ressenti des professeurs et ils le disent Madame souvent. Dorsan n'étant pas dans la circonscription, elle ne peut pas savoir si on n'a jamais entendu ça. Sincèrement, jamais. C'est un ressenti qu'ont les professeurs et effectivement... Oui, il y a de la fatigue, mais pas parce que... Et les REP sont indispensables quand vous voyez... Réseau d'éducation prioritaire. Moi, à Villejean, en fait, il y a 3 classes sur la circonscription en REP et j'ai rencontré d'ailleurs le directeur académique pour qu'elle puisse passer en REP+, en raison du niveau de pauvreté de ces familles. Enfin, moi, je suis en admiration du travail qu'ils font. Alors, ils sont à la fois... professeurs des écoles, mais quelquefois, ils accompagnent les familles pour demander des notifications MDPH parce que l'enfant a des difficultés. Mais vraiment, je suis en admiration et on ne peut en aucun cas envisager de fermer ces zones d'éducation prioritaire. Ça serait dramatique. L'attractivité du métier, alors, on fait quoi ? L'attractivité du métier, c'est d'abord de permettre, quand on passe le concours, de pouvoir rester... moi, la difficulté aujourd'hui, c'est quand on passe un concours, on va directement à Paris. Et on n'a quasiment plus aucune chance de revenir. Moi, je sais qu'on est très sollicité sur les académies de Versailles et tout. Les gens ont fait 7 ans, 8 ans, ont envie de revenir en Bretagne. Vous savez, la Bretagne, c'est une terre très attractive. Et on ne peut plus. Donc, on a des démissions. Moi, je connais plusieurs familles qui ont voulu absolument revenir sur la circonscription, qui ont démissionné. Et sur le salaire des enseignants, c'est un problème. Le service public, également. On voit bien la différence entre le public et le privé, les différences de salaire qu'il y a et autres. Là, on parle de l'éducation de nos enfants. Il est important de revaloriser aussi déjà ce métier. Alors là, on parlait de l'éducation, mais on peut aussi parler au niveau hôpital et tout. Le service public a baissé malheureusement un peu. On voit bien, les gens... Vous parlez hôpital, je donne juste un exemple dans votre circonscription. Les centres hospitaliers de Montfort-sur-Meux et de Saint-Main ont fusionné il y a 2 ans. Et finalement, en novembre 2022, donc juste quelques mois plus tard, 1000 personnes se sont mobilisées pour défendre la fermeture du service de soins de suite et de rééducation parce qu'un médecin avait démissionné, plus assez de personnel. Donc on a 30 secondes pour juste parler de ce cas concret. Comment on fait pour réattirer ? On a parlé des enseignants. Des médecins également. Des médecins. C'est un gros problème sur notre secteur, c'est la désertification des médecins. On voit bien par rapport à nos maisons de santé, au niveau de l'hôpital, que ce soit avec Madame Rouault et tout. Donc là, concrètement, on fait comment ? Il nous reste 30 secondes sur cette partie. Il nous faut attirer ces médecins. Mais il faut savoir qu'on a eu des choses qui ont été mises en place, là pour citer Édouard Philippe, sur le numerus clausus, d'augmenter aussi l'ouverture de plus de places de médecins pour qu'ils puissent aussi venir dans nos territoires qui sont attractifs ou moins attractifs et moins en zone urbaine. Concrètement, une mesure pour faire... Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus suffisamment de professeurs, il n'y a pas d'ouverture dans les universités. Il va falloir attendre le numéro clausus a augmenté, mais il n'y a pas plus de jeunes à l'université pour étudier la médecine. Donc au bout du compte, ça reviendra. On a proposé une loi, la loi Garot, c'est la régulation de l'installation des médecins. Donc obliger à mettre l'installation des médecins. Et vous
vous voulez... pendant un temps. Peut-être d'ailleurs qu'il apprécierait finalement. Et puis on voit aussi que suivant une commune, suivant la dynamique d'un médecin qui part en retraite, moi j'ai la commune de Médréac avec une maison de santé où le médecin, quand il est parti, il voulait absolument trouver des remplaçants. Et il en a trouvé 3 et ça a bien il en a trouvé Juste, Virginie Dorsan, juste, vous faites revenir, on a 30 secondes, faites revenir les médecins retraités. Alors nous, on propose en mesure d'urgence, parce qu'effectivement, le temps qu'avec le numerus clausus qui a été augmenté, qu'ils arrivent à 10 ans, on leur propose de venir s'ils veulent. Et ils seront exonérés d'impôts sur leur travail. C'est juste ça, fiscalement, d'exonérer d'impôts certaines catégories de personnel? En tout cas, les médecins et les infirmiers, s'ils prennent leur travail au-delà de leur retraite. Donc, alors, c'est une mesure d'urgence. Je vous propose une question d'urgence pour que. Je vous propose de passer à une question supplémentaire qui vous est posée par deux jeunes femmes, Élodie, 28 ans, et Aliénor, une étudiante de 23 ans. Quelles sont vos convictions écologiques, étant donné que l'état actuel des choses et qu'on n'en entend pas parler dans les débats actuels? Qu'est-ce que vous comptez faire là, tout de suite, là, demain, pour l'écologie et comment vous comptez le financer de manière réaliste? L'écologie absente de cette campagne, Claudia Rouault, 30 secondes, une mesure phare que vous voulez défendre. Alors une mesure phare, c'est que l'écologie, quand on est sur un territoire rural, doit aussi prendre en compte de la production agricole. Notamment, il y a beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup ont fait des choix de changement de production plus respectueux dans l'environnement, les mesures agro-environnementales et climatiques. À peu près 50% d'entre eux. À ce jour, j'ai appris ce matin qu'ils n'étaient toujours pas indemnisés. On s'est battu pour que la somme soit au rendez-vous. Donc là, ça fait partie des mesures. On ne peut pas demander aux agriculteurs de changer. On a besoin d'agriculture, on a besoin d'alimentation, mais aussi on a besoin d'avoir des mesures environnementales qui soient prises en compte. Charlotte Fayet, votre programme écologique? Ouais. Moi, alors, vous avez une mesure à défendre. Oui, l'écologie, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas obligatoirement un parti politique qui doit se l'approprier. Si j'ai une mesure à défendre, on est sur une circonscription, comme vous dites, assez rurale et tout. Pour moi, il faut privilégier le circuit court, manger local. Et vraiment déjà là-dessus, et puis surtout des petits gestes de tous les jours. Là, on voit nos enfants, et moi je suis assez fière de ça, on fait attention à la lumière, on trie, etc. Et mais le manger local, comment vous le soutenez? Le soutenir, c'est déjà avec les entreprises, les entreprises, mais aussi avant tout les agriculteurs. On voit bien que de plus en plus, on a malheureusement trop de personnes entre un agriculteur du coin, le supermarché et le consommateur. Avant tout, là, on parlait des marchés tout à l'heure lorsqu'on a commencé notre conversation. C'est déjà aller se rendre sur place, prendre les aliments, même pour les collectivités, privilégier au niveau des cantines. Parce que donc plutôt des attitudes indépendantes et individuelles qu'une politique globale. Il faut sensibiliser les gens. Mais pas de sensibilisons. Pas de contraintes. Il faut aider les gens à avoir ce côté respectueux de l'écologie, de notre territoire, de notre planète, tout simplement. Virginie Dorsan. Oui, nous, le maître d'ordre, c'est les circuits courts, le localisme. Vous partagez... Parfois, la région fait une différence entre circuit court et localisme. Je n'ai pas toujours compris, mais bon. Donc, nous, c'est de produire et de consommer au plus près. Vous partagez contre cette les idée, traités de libre-échange qui ont été votés. Et puis, je rappellerai à Madame Rouault qu'en 2016, je crois, on avait proposé un vœu pour manger local dans les lycées et qu'elle avait voté contre ce vœu proposé par le Rassemblement national. Mais c'était parce que c'est proposé par le Rassemblement national, peut-être. Claudia Rouault, on vous laisse répondre. Je pense que la région Bretagne s'emploie depuis très très longtemps. En fait, c'est pas si simple parce que c'est une question de marché. On peut pas, il n'y a pas de préférence parce que c'est difficile. Enfin, vous savez, c'est pour ça que vos vœux avaient été refusés, c'est qu'ils ne correspondaient pas à la loi. Donc on ne peut pas non plus aller contre la loi. Alors justement, c'est comme des changements avec du. Pour autant, oui, mais c'est la loi. Enfin, c'est au niveau de l'Europe là. Pour autant, moi, je pense aussi qu'il faut privilégier les circuits courts, mais c'est pas une mesure d'ampleur parce qu'en fait, c'est tout à chacun qui doit. Et on va vers ça, on tend vers ça, on sait bien. Mais aller sur un marché aujourd'hui, vous allez voir les prix quand même. Pour des gens, quand on parle de pouvoir d'achat, eh bien, même si on a la qualité, c'est pour ça qu'il faut produire local, parce qu'on produit quand même de la qualité. Il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur production. Mais aujourd'hui, ça reste trop cher pour des gens qui gagnent 1 000 € par mois. Il faut quand même en avoir conscience sur la volaille, par exemple, des choses comme ça. J'ai vu un producteur de volaille ce matin qui me disait
il a perdu 50% de sa vente sur les marchés parce que les gens n'ont plus de pouvoir d'achat. Donc les circuits courts, c'est bien, mais il faut aussi du pouvoir d'achat. Alors, on continue avec vous. Quand on choisit un député, on choisit aussi un homme, une femme qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. Vous avez ce soir débattu des positions de votre parti, mais nous vous avons demandé de partager avec nous un choix de lecture, de film, de musique qui vous avez inspiré pendant cette campagne ou qui vous était particulièrement cher, une façon de vous découvrir sous un autre angle. Virginie Dorsan. Oui, moi je vous ai dit, j'aime beaucoup le cinéma, donc je vous ai dit Out of Africa. Je suis fille d'officier, j'ai vécu de nombreuses années en Afrique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime ces paysages et c'est un film qui me met beaucoup d'émotions à chaque fois. Et puis je dirais une petite motion particulière pour un film que j'ai vu récemment, Un petit truc en plus, qui met à l'honneur des handicapés dans leur vie. Enfin voilà, ils jouent leur propre rôle et ça m'a profondément touchée aussi. Claudia Rouault. Alors moi, c'est Les femmes du 6e. C'est jamais facile de donner un titre comme ça. Et quand vous m'avez posé cette question... De Philippe Gay avec Fabrice Lucchini Philippe Lucchini, Fabrice Lucchini. Et j'adore ce film pour plein de raisons. D'abord, il aborde avec légèreté des choses dramatiques, c'est-à-dire des femmes qui quittent l'Espagne parce qu'elles ne peuvent pas vivre, qui arrivent comme bonnes à l'époque, c'était le terme, chez des gens très très riches, et qui sont logées au 6e étage, mais elles sont ensemble. Il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'humour, parce que en fait, c'est la solidarité, cette amitié qui les porte. Fabrice Lucchini, lui, c'est l'employeur, et puis qui ne se rend pas du tout compte, qui n'est absolument pas au courant de la situation dans laquelle vivent ces femmes, dont une qui a laissé son enfant au pays. Et donc, vous voyez, qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui, rapidement ? Ça dit d'aujourd'hui qu'il y a des gens qui viennent pour vivre chez nous et qu'on doit les laisser travailler, on doit les laisser peut-être un jour la possibilité de repartir dans le pays s'il n'y a plus de guerre, s'il n'y a plus de conflit. Mais moi, surtout, c'est cette légèreté qui est abordée dans ce film. Qui vous a touché. Ah oui, voilà. C'est on donne la parole à la Charlotte Fayet. Alors moi, vous voyez, c'est pas un film, c'est une chanson qui m'a toujours touchée. On va l'entendre tout de suite. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez. Pas encore, mais ça ne devrait tarder. Je ne peux pas chanter la chanson. C'est True Colors de Cyndi Lauper. Elle m'a toujours touchée et c'est vrai que particulièrement actuellement, on souhaite du courage et on a des vraies couleurs. Il faut oublier personne, il ne faut jamais faire de différence entre les personnes. Et je trouve que cette chanson, elle a un super message. Voilà. Avant de nous quitter, une dernière question. Quelle est la mesure que vous ne voterez pas si vous êtes élu à l'Assemblée ? On commence par moi. Oui. Alors, quelle mesure ? Moi, en tout cas, que ce soit les 1 600 € du SMIC ou la baisse de TVA, c'est juste incalculable et financièrement pas possible et on mettra la France en banqueroute. Virginie Dorsan, qu'est-ce que vous ne voterez pas ? Des 1 600 € de SMIC. Donc, vous serez en coalition toutes les deux. Enfin, là, a priori, jusque-là, c'est plutôt là que je suis en coalition. De ces 2 derniers jours... Et moi, je ne voterai pas, bien évidemment, la loi immigration proposée par le Rassemblement national si d'aventure il était en position de le faire. Vos 2 derniers jours de campagne, ça va être du terrain encore ? Que du terrain, à la rencontre des gens, comprendre aussi les votes qu'il y a eu dimanche dernier pour pouvoir... Vous dites les prendre et y aller, mais c'est vrai. Si, la preuve, vous voyez, j'étais deuxième. Non. Et moi, je comprends, je suis du coup antidémocratique en ayant une alliance maintenant entre M. Macron et M. Mélenchon ouverte. Et donc, moi, je pense que là... Emmanuel Macron a dit qu'il ne gouvernerait pas avec la France insoumise après les élections. Oui. Voilà. Par contre, ils se désignent les uns les autres. Je ne veux pas non plus. Et vous avez quand même la candidate de la France insoumise qui se retire devant Mme Borne. Eh bien, ce sera de toute façon aux électeurs de trancher dimanche pour ce second tour des élections législatives. Voilà. Merci beaucoup à tous. C'est la fin de ce débat. Merci à tous et à toutes de votre participation. Un plateau 100% féminin. Oui. Merci Laetitia. Merci également à vous, spectateurs de France 3 Bretagne et auditeurs de France Bleu pour votre présence. La campagne se poursuit. Nous la suivrons jusqu'à vendredi soir
voir dans tous nos journaux, mais aussi sur nos sites internet respectifs évidemment. Rendez-vous dimanche soir à partir de 19h20 pour une grande soirée électorale sur France 3 Bretagne, avec bien sûr de nombreuses équipes sur le terrain, des reportages, des réactions, des débats en plateau, les résultats également circonscription par circonscription. 3 heures de direct donc à ne pas manquer pour découvrir qui va dès lundi vous représenter à l'Assemblée nationale. Merci encore à tous, très bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci.